Quelle est la différence entre le yoga et le pilate? Quels sont les accessoires de yoga qui sont vraiment indispensables et ceux qui sont complètement gadgets? Et quelle est la chose la plus impressionnante que j'ai vue faite par un yogi? Alors on va répondre à toutes ces questions aujourd'hui, ce sont des questions que j'ai reçues récemment et je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour les condenser et voilà, y répondre à la façon un peu d'un Q&A. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo comme ça et que je me concentrais davantage sur un thème. J'espère que ça va vous plaire. On va commencer tout de suite par m'excuser au cas où j'ai une énergie un peu basse ou une tranche de cake aujourd'hui. Je suis en train de me remettre d'un gros rhume et j'ai eu du mal à m'endormir hier soir. Voilà, too much information, mais c'est pour vous. Donc, juste pour expliquer si jamais j'ai l'air de galérer un petit peu aujourd'hui. Vous pouvez aussi voir que je suis très bien accompagnée aujourd'hui par mon petit chat qui ne bouge plus de sa couverture ces derniers temps. L'automne est bien là. Et du coup, on va commencer tout de suite avec notre première question. Quelle est la différence entre le yoga et le pilate? Alors, le pilate, ça va être... Alors, je vais faire un disclaimer déjà, c'est que je ne fais pas de pilate, donc j'espère ne pas dire de bêtises, parce que je vois quand même ce que c'est, et j'ai déjà essayé, j'ai déjà assisté à des cours, donc j'utilise juste mes petites connaissances sur le pilate, mais le truc, c'est que c'est un sport au sens strict, le pilate. C'est comme la gymnastique, le football, le tennis, l'escalade. L'accent est mis sur le renforcement musculaire du corps en entier, mais surtout du corps CORE, c'est-à-dire les abdos et le dos, et également le travail de la posture avec des exercices répétitifs. Donc on est vraiment sur une discipline, sur un sport où on est là pour renforcer le corps et on va faire des exercices qui vont avoir cette visée, cet objectif-là. Donc ça va être, on va passer d'un exercice à l'autre, on va faire le même mouvement pendant 60 secondes et voilà, une fois qu'on a fini un exercice, on passe à l'autre exercice. On peut également, avec le pilate, utiliser des machines, parfois comme le reformer, qui est très à la mode en ce moment. Si vous avez essayé ça a été mon cas, j'étais curieuse, j'ai voulu voir ce que c'était. Et puis j'ai une de mes clientes qui en fait et qui m'a dit « Oh, je pense que ça te plairait tout ça ». Et je suis allée voir les prix pour des séances de reformer, de pilate reformer, et les prix sont débiles en fait, ce sont absurdes. Pour des cours de groupe, je me suis dit, bon, bah ouais, j'essaierai à l'occasion, mais je suis pas si curieuse que ça. Mais comme c'est très très à la mode, bah, c'est très très cher. Donc voilà, il paraît que c'est sympa, mais j'ai aussi une autre cliente qui s'est blessée en faisant un cours comme ça, parce que bah, forcément ce sont des cours de groupe et on a une machine, et du coup, si on se place un peu mal et que la prof ne voit pas qu'on fait le mouvement un peu mal, bah, y a un risque de blessure. Donc aussi un petit peu refroidi par ça. Mais voilà. Et du coup, voilà, pour le pilate, on est sur un sport, en fait, sur quelque chose avec des exercices, etc. Bref, vous savez ce que c'est un sport. Avec le yoga, alors ça renforce également le corps et CORPS et le corps CORE. On travaille aussi beaucoup la posture, la souplesse, l'équilibre comme dans le pilate. Mais c'est une discipline qui est beaucoup plus holistique, je l'ai déjà dit, c'est pas un terme que j'aime beaucoup parce il a cette connotation un peu new age, woo-woo et illuminé. Le terme d'holistique il est aussi utilisé dans des pratiques un peu charlatanistes. Donc je ne suis pas fan de ce terme, mais malheureusement il colle vraiment bien au yoga dans le sens où on s'intéresse à toute la personne, à tout l'humain, on s'intéresse au corps, mais on s'intéresse aussi à l'esprit, à l'âme dans certains courants du yoga qui sont un peu plus spirituels. On ne cherche pas juste à renforcer les muscles, on n'est pas juste sur une activité physique, on a aussi cette idée de se reconnecter à soi-même, des pratiques très introspectives, méditatives même. On inclut de la méditation, des exercices de respiration pour avoir un effet sur le système nerveux. Du coup, il y a une dimension spirituelle plus ou moins marquée.
Mais même dans des approches plus terre-à-terre comme la mienne, il y a cette idée quand même de reconnexion à soi. Et bien sûr, il y a toute une philosophie autour du yoga, une philosophie de vie qui va au-delà de ce qu'on pratique sur notre tapis. Voilà, il y a des origines indiennes avec le yoga et des origines dans l'hindouisme. Il y a des tas de livres, d'écrits qui ont été publiés sur justement comment vivre le yoga, comment suivre les préceptes et les préceptes et les indications, les conseils de vie des grands sages de yogi. Donc voilà, il y a vraiment tout un truc autour de la pratique physique qui est finalement seulement un aspect, et dans certains courants du yoga, un aspect très minoritaire de la pratique du yoga. Donc voilà. On n'utilise pas non plus évidemment de machines pour faire du yoga. Plutôt des enchaînements de postures. Encore une fois, ça dépend des types de yoga, bien sûr. Je vais faire une vidéo d'ailleurs sur les différents styles de yoga pour qu'on puisse s'y retrouver un petit peu mieux. Donc on n'utilise pas de machine, on a juste avec notre corps et quelques accessoires. Et on fait des enchaînements de postures un peu chorégraphiées de temps en temps, surtout dans le style vinyasa. Ça peut presque parfois ressembler à de la danse. Mais c'est pour avoir cette idée de flow et de bouger avec la respiration et de ces mouvements méditatifs par la répétition des postures ou l'enchaînement des postures. Donc il y a moins cette idée de « ok, on a fini cet exercice, du coup on passe à cet exercice-là ». Voilà, donc c'est très différent finalement quand on y réfléchit un peu, quand on se plonge dans le truc. Mais c'est vrai que ce sont deux disciplines d'apparence quand on n'y réfléchit pas trop ou quand on les connaît pas trop, très similaires, voilà, des exercices du poids du corps et puis très marketés féminins aussi, bizarrement, alors que justement le yoga c'est une pratique qui est à la base beaucoup plus masculine, mais dans l'Occident il a été marketé plus vers les femmes parce que c'est doux. C'est une pratique douce, donc les hommes, ils sont virils, ils font pas des choses douces, ça se fait pas. Voilà. Et le Pilate, il me semble que, je sais plus comment il s'appelle, j'ai envie de dire Joseph Pilate, mais je sais plus du tout son prénom, mais il me semble que le créateur du Pilate est aussi un homme, du coup. Et pour autant, c'est aussi très, très, très codé féminin, mais voilà. Enfin voilà, j'espère que c'était un peu éclairant cette différence entre les deux disciplines et j'espère aussi n'avoir pas dit de bêtises sur le Pilate, mais je pense pas. On verra. N'hésitez pas à me le dire si vous connaissez bien le Pilate. Le Pilates. Ok, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, quels sont les accessoires indispensables pour le yoga et lesquels te semblent vraiment gadgets? Alors le truc beau avec le yoga, le truc pratique aussi, c'est que on n'a pas besoin d'aucun accessoire en fait. Tant qu'on a son corps et je dirais une surface un peu douce pour les genoux, donc un tapis de yoga, un tapis d'exercice, mais ça peut même être un tapis tout court ou bien une serviette, enfin voilà. Le yoga, on peut vraiment le pratiquer, en tout cas la pratique physique, tout d'ailleurs, partout et n'importe comment, juste on a besoin de notre corps. Donc ça c'est cool. Après, dans ma pratique personnelle et avec mes clients, je vais très souvent utiliser les blocs/briques de yoga. Je peux même vous en ramener, je vais vous montrer ça. Hop. Donc là, on est sur la brique de yoga, le bon bloc de yoga. Celui-là, il a vécu, hein, je l'ai depuis mes débuts. On est sur un bloc de yoga en mousse qui n'est pas le plus éco-friendly, mais j'ai tendance à préférer et à conseiller plutôt les blocs en liège. Ils sont un peu plus lourds, ils sont aussi plus stables parce que justement on les utilise souvent pour s'appuyer dessus. Et donc, par exemple, pour des postures d'équilibre ou pour la forte base, pour allonger un petit peu les bras, voilà, rapprocher le sol des mains.
Et du coup, c'est bien, surtout quand on les utilise pour l'équilibre, qu'ils soient un peu plus stables, un peu plus lourds. Mais ça peut aussi d'ailleurs être utilisé comme poids supplémentaire pour certains exercices. On les tient à bout de bras et puis ça fait travailler les épaules. Enfin, c'est hyper versatile en fait les blocs. Et ça peut rendre les postures plus faciles comme plus difficiles. On peut vraiment les utiliser aussi pour soutenir par exemple les jambes en Baddha Konasana, pour rapprocher le sol du corps en fait. Et on les utilise aussi bien en tant que soutien qu'en tant qu'allongeur de membres et comme poids aussi dans certaines postures. Donc vachement cool, ça permet d'ajouter du challenge et ça permet d'en enlever. Donc je les utilise vraiment, vraiment beaucoup et ça, je dirais que c'est l'accessoire que je recommande à tous mes clients et que j'utilise dans quasiment toutes mes séances, je pense. Ensuite, on a la sangle aussi. J'aurais dû ramener tous mes trucs au lieu de me lever à chaque fois. Je vais faire ça tout de suite d'ailleurs. Donc, on a la sangle de yoga qui, pareil, c'est pas nécessairement un accessoire indispensable, mais ça permet là aussi d'allonger les bras. Et ça peut être aussi bien pour travailler la mobilité des épaules, d'avoir quelque chose sur lequel tirer. Et voilà, donc c'est aussi pour les inversions, très, très sympa, très pratique pour tenir les jambes sans faire d'effort. C'est une sangle toute simple. On peut utiliser une ceinture de robe de chambre, on peut utiliser une ceinture tout court. On peut utiliser une serviette, on peut utiliser un vieux pull, on peut utiliser plein de choses. L'idée, c'est juste d'avoir un truc long pour allonger les bras. Et je dirais que c'est le deuxième accessoire que j'utilise le plus. Loin derrière les blocs, mais très pratique aussi quand même. Ensuite, j'ai ramené mon bolster qui est un gros coussin. Et pareil, on peut le remplacer par un gros coussin, on peut le remplacer par des serviettes, par des couvertures, tout ça pour qu'on roule en boule. Et mon bolster, c'est mon meilleur ami. C'est clairement mon meilleur ami pour tout ce qui est yoga relaxant, yin yoga. Parce que c'est vraiment fou, parce que dès que le corps se sent soutenu, dès qu'on a le soutien du corps dans des postures qui sont à visée relaxante, dès qu'on a le soutien d'un bolster, d'un coussin, le corps sait qu'il peut se détendre. Et voilà. Parfois, on est tenté de ne pas utiliser le coussin et de juste dire non, c'est bon, je peux me détendre et tout. Et puis je dis non, on va quand même rajouter un petit coussin, on va voir, même si voilà, tu n'en as pas besoin, je le sais. Mais si on rajoute un peu de soutien, on voit ce que ça donne et immédiatement, le corps, les muscles se relâchent parce qu'ils ont ce soutien, alors que quand ils flottent dans les airs, ils sont toujours un peu en train de se dire ok, je suis en train d'étirer les muscles et il y a un risque que les muscles s'étirent trop, donc je vais me garder quand même un petit peu de tension dedans. Donc voilà, le bolster qui peut encore une fois être remplacé par n'importe quoi qu'on a sous la main, coussin, oreiller. Très très grande recommandation pour les postures de yoga relaxantes. Vraiment, vraiment génial. En plus, les bolsters de yoga, du coup, ça va dépendre bien sûr de ce que vous achetez, mais le mien, il est rempli de céréales. Je ne sais pas quel type de céréales, je l'ai su, mais je ne sais plus. Et ça sent super bon. C'est un coussin qui sent super bon. On a tu sais, cette odeur de paille fraîche là. J'adore. Et ça permet également de se détendre un petit peu plus. D'ailleurs, je vais enchaîner avec un autre truc qui sent super bon, c'est les coussins pour les yeux. Ainsi. Et les coussins pour les yeux, pareil, on se dit à quoi bon, ces gadgets, tout ça, mais sans dire il en faut absolument un. Ça sent bon déjà. Le mien sent à la lavande, donc ça détend. Et puis quand on les met sur les yeux pour un shavasana par exemple, ou une posture de yoga relaxant, quand on les place sur les yeux, ça fait un poids sur les yeux qui déclenche la réponse de relaxation également du corps.
Et en plus, ça bloque complètement la lumière et pareil, ça permet juste d'aller un petit peu plus loin dans la relaxation. Donc, si vous avez du mal à vous détendre, ou même si vous n'avez pas du mal à vous détendre, mais que vous aimez bien vous détendre parce que vous êtes un être humain, je vous conseille quand même l'utilisation de coussins pour les yeux, de tester. Parce que pareil, ça coûte rien, ça. Les bolsters, ça peut être un peu plus cher parce que sous prétexte que c'est un coussin de yoga, voilà, ça va être plus cher. Mais tout ce que j'ai montré là, c'est 20 balles quoi. Donc 20 balles chacun. Alors je sais que ça peut augmenter, mais ça peut s'accumuler, je veux dire, assez rapidement. Mais voilà, on n'est pas sur un truc qui va vraiment faire un trou dans le porte-monnaie. Et tout peut être également remplacé par des choses que vous avez chez vous. Donc c'est ça qui est pratique aussi. Ensuite, j'ai les balles de massage. Alors, je les ai pas prises, mais je vais les montrer quand même. C'est juste des balles. Et ça peut être remplacé par des balles de tennis. Ça, c'est pas je dirais spécifique au yoga. C'est plus spécifique à mon approche du yoga thérapeutique. Je les utilise beaucoup, ces balles. J'en ai de différentes tailles et consistances. Et mes clients adorent. Moi aussi, j'adore. C'est mes pratiques. Voilà, c'est une de mes pratiques préférées, on va dire, si ce n'est ma pratique préférée. Parce que ça a plusieurs bienfaits, en fait, le massage. C'est de l'automassage, donc déjà c'est pratique parce qu'on peut le faire soi-même, on n'a pas besoin d'aller chez le masseur pour le faire, on peut juste le faire chez soi quand on en a envie, donc déjà c'est un truc incroyable. Et puis ça détend les muscles en les massant, évidemment, ça réhydrate les tissus, ça les presse un peu comme des éponges. En fait, il y a cette idée on est fait principalement d'eau. Et quand on appuie ces balles, par exemple, sur les muscles ici, les trapèzes, tout en haut des épaules, tout en haut du dos, ça va des muscles pleins de tension et bien secs d'avoir essayé de soutenir notre tête toute la journée. On va appuyer dessus, ça va faire sortir toute l'eau, pas toute l'eau heureusement, mais plein d'eau des tissus sur lesquels on appuie. Et puis quand on relâche la pression, cette eau va être aspirée à nouveau par les tissus et les études ont montré qu'il y a plus d'eau qui rentre, qui revient dans les tissus que ce dont on a pressé. Donc ça a un effet hydratant sur les muscles. Ça peut également, quand on les utilise pour masser, retirer certaines adhésions qui peuvent se créer entre les muscles quand justement il n'y a pas assez de mouvement entre les muscles, entre les tissus. Quand il n'y a pas assez de mouvement, ça va finir par s'accrocher un peu comme du velcro et avec les muscles on va défaire ça, donc ça redonne un petit peu de mobilité entre les couches des tissus. Et il y a également le bienfait d'améliorer la conscience corporelle. Ça crée de la connexion entre le cerveau et les muscles qu'on masse. Parfois, on va masser certains endroits du dos, des hanches, et on va se dire « Oh, waouh, j'avais jamais eu conscience que j'avais un muscle ici. » Et donc, on se sent davantage habiter son corps quand on arrive à bien le mapper dans son cerveau grâce à la pression, au massage et tout ça. Et puis ça, le dernier bienfait, et pas des moindres, c'est que ça détend le système nerveux. En fait, cette pression lente et continue, ça déclenche des réponses de relaxation du système nerveux et ça a un effet relaxant sur tout le corps. Donc voilà, il y a plein de bienfaits avec ces petites balles. Et c'est très facile d'apprendre à les utiliser et c'est toujours là en fait. On peut toujours quand on sent qu'on a de la tension dans les épaules ou ailleurs, hop, on sort les balles, on s'allonge dessus 5 minutes et ça fait trop du bien. Donc ça aussi je recommande, mais bon. J'ai plusieurs déjà vidéos sur ma chaîne d'ailleurs d'automassage. Donc si vous avez des balles de massage ou de tennis, ou voilà, pareil, il ne faut pas nécessairement acheter les mêmes balles que moi. Même si je recommande vraiment beaucoup ces balles parce qu'elles ont une consistance très agréable, je trouve. Juste assez molle pour pas être trop rude et juste assez dense pour vraiment pouvoir aller dans les tissus. Voilà, donc je recommande. Et c'est tout en fait. Pour moi,
là, on est vraiment dans les accessoires que j'utilise très souvent. Voilà, très très souvent. Et que je recommanderais. Pour moi, tout le reste, je sais même pas ce qu'il y a en fait. Pour moi, tout le reste est vraiment gadget. Des fois, je passe à Decathlon et puis je regarde dans le rayon de yoga et je vois des choses. Et je vois ouais, des gadgets, vraiment des choses pour le grip, des choses pour des pads, des pads pour en dessous des genoux ou quoi. Alors oui, effectivement, si on a des genoux sensibles, et c'est mon cas, c'est bien d'avoir un soutien en dessous des genoux, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de payer ça, je sais pas combien, alors qu'on peut juste prendre une couverture ou une petite serviette ou quoi. Voilà, je suis pas sûre. Euh, voilà, s'il y a d'autres trucs. Ici, j'ai la roue aussi. J'ai acheté une roue de yoga qui était pas mal à la mode dans le milieu du yoga il y a un peu moins de 10 ans, je dirais maintenant, puisque c'est à ce moment-là que je l'ai acheté. Et je dirais que c'est assez gadget quand même. C'est une roue sur laquelle on peut s'allonger pour faire des backbends du coup passifs. C'est sympa, c'est rigolo 5 minutes. Des fois, je me mets dessus parce que ça permet vraiment de bien s'étirer le dos et les épaules. Mais ça coûtait assez cher. Et on peut le faire avec des blocs, voilà, on peut le faire de façon différente. Donc je dirais qu'il y a tout le reste, voilà, à part les balles de massage, les blocs, la sangle, le bolster et éventuellement aussi le coussin pour les yeux. Je pense qu'on peut s'en passer. Voilà. Et si on n'a pas l'un de ces trucs-là, à part les blocs, je dirais, c'est pas grave, on peut aussi très bien s'en sortir. Voilà, c'est mon point de vue sur les accessoires. On va passer à la dernière question. Quelle est la chose la plus impressionnante que tu aies vu faire par un yogi? Et toi, quelle est la chose que tu as réussi en yoga qui t'a le plus étonné? Alors, physiquement, il y a deux choses qui m'impressionnent. Et que j'ai du coup vu des gens faire et que j'arriverai jamais à faire certainement, et c'est pour ça que ça m'impressionne. Déjà, c'est en termes de souplesse, ce sont les backbends, justement. Je parlais des backbends avec la roue là, mais les backbends qui sont super profonds en fait. Genre, les meufs qui arrivent à se pencher en arrière et à aller attraper leurs pieds ou leurs jambes. Voilà, en se penchant en arrière, en amenant les bras derrière la tête et du coup en pliant le dos à l'inverse de la flexion, donc en extension. Ça m'impressionne beaucoup, notamment parce que mes backbends sont misérables depuis le début. Je ne suis pas du tout souple dans ce sens-là. J'ai déjà entendu dire qu'on était soit une forward bender, soit un backbender. Donc, c'est-à-dire que soit on arrivait facilement à se pencher vers l'avant et attraper ses orteils, soit on arrivait facilement à se pencher dans l'autre sens, vers l'arrière. Et clairement, je suis une forward bender. Ça me vient beaucoup plus facilement. Alors peut-être que vous allez écouter ça et que vous allez vous dire, moi je suis ni l'un ni l'autre. C'est possible aussi. Mais il y a généralement un sens dans lequel on a plus de facilité. Voilà. Et pour moi, c'est le sens voilà, les backbends, c'est vraiment pas mon fort. Ça a toujours été un peu assez rapidement inconfortable, douloureux. J'ai pas beaucoup de souplesse dans ce sens-là. C'est complètement génétique. Et j'en ai fait, enfin je continue d'en faire beaucoup des backbends et j'ai vu beaucoup de progrès, mais je sais que je vais être limitée. Et c'est un truc important quand même à toujours reconnaître en termes de souplesse, et un point que je suis contente de pouvoir aborder, c'est qu'on est très limité par notre génétique. Et on a je pense, entre 30 et 50% de notre souplesse qui peut être améliorée. Mais ça nous laisse quand même 50-70% de souplesse qui est génétique. C'est-à-dire que notre corps va nous arrêter au bout d'un moment, même si on continue à s'entraîner. Alors je pense que ça peut être sans doute modulé dans l'enfance, quand le corps est encore en train de se développer, tout ça, parce qu'on a tous eu des amis qui faisaient de la gymnastique et qui avaient un corps hyper souple. Après, est-ce qu'elles ne faisaient pas de la gymnastique parce qu'elles avaient un corps hyper souple à la base? Sans doute aussi. Mais voilà, donc...
il faut quand même accepter qu'il y a une partie de nous qui sera, enfin, qu'on sera peut-être jamais contorsionniste et que c'est ok. Et accepter également cette raideur dans notre corps comme quelque chose qui nous protège aussi, qui nous soutient, qui nous donne une intégrité et qui n'est pas forcément quelque chose dont on doit se débarrasser complètement. Alors, je sais que je parle souvent à des gens qui sont plutôt qui ont plutôt tendance à pas être souples du tout et à pas avoir fait beaucoup d'exercices de mobilité. Donc, il y a beaucoup de marge quand même qu'on peut gagner. Mais il arrive quand même un moment où il faut accepter notre corps comme il est, en fait, et accepter qu'on fera peut-être jamais le grand écart et que c'est complètement ok et que voilà, que perso je ferai jamais des backbends hyper impressionnants et ça me va très bien aussi. Voilà. Maintenant, l'autre truc qui m'impressionne, qui m'impressionne d'ailleurs beaucoup plus, c'est la force. C'est le contrôle complet du corps en mouvement. Donc réussir par exemple à bouger en slow motion en mouvement, c'est-à-dire par exemple en équilibre sur les mains. Donc disons on part d'un chien tête en bas, on a les mains et les pieds au sol et puis on va transférer le poids vers les mains, lever les pieds du sol du coup et par exemple sauter vers l'avant mais en slow motion parce qu'on a des épaules et un corps CORE hyper fort et qu'on arrive vraiment à contrôler chaque étape du mouvement. Et ça, je trouve ça magnifique. Et ça, c'est toujours voilà, le contrôle du corps et la force. Et ouais, ça c'est quelque chose que je trouve magnifique et hyper impressionnant. Ça demande énormément de travail, énormément de discipline pour réussir à faire ce genre de choses. Et j'ai une prof qui me vient en tête qui s'appelle Day Christensen, qui a son truc de, enfin, son business de yoga qui s'appelle Day One Yoga. Et je vous encourage à aller regarder ses vidéos sur YouTube parce que tout son truc, c'est justement la force. Elle a une force hors du commun, elle a un contrôle de son corps hors du commun, elle arrive à flotter dans les airs et c'est superbe quoi. J'ai suivi quelques-uns de ses cours et j'ai pu gagner en force comme ça, mais elle a une discipline, une régularité dans la pratique que mon corps n'est pas du tout capable de supporter. Et voilà, j'ai fait ça jusqu'au jour où je me suis blessée un peu le poignet parce que j'en ai trop fait et que j'ai pas écouté mon corps. Et après, je me suis dit, bon, bah, voilà, je vais travailler ma force, mais à mon rythme avec un petit peu plus de modération que Day Christensen, qui est vraiment très très intéressante et impressionnante. Mais je dirais que voilà, la force, ça m'impressionne beaucoup, mais ce qui m'impressionne peut-être encore plus, c'est le travail intérieur en fait. Ce sont les yogis qui sont parvenus à un niveau de calme intérieur quasiment imperturbable. Et alors je sais que parfois c'est quelque chose qui est aussi un peu performatif et qui n'est pas nécessairement authentique. Mais il y a quand même, parfois on voit chez des yogis qui ont souvent pratiqué depuis très longtemps, ce sont des gens qui ont eu la chance de découvrir le yoga quand ils étaient assez jeunes, je pense, et on voit ces gens qui paraissent sages et calmes et relax et qui laissent les événements de la vie glisser sur eux. Et ça, en tant que grande anxieuse, forcément, ça me parle beaucoup. Et c'est quelque chose c'est une chose à laquelle j'aspire. J'aspire pas mal, qui me fait rêver et sur laquelle je vais travailler plus sans doute que la souplesse ou la force. Et parce que voilà, les postures physiques, c'est impressionnant, certes, les équilibres sur les mains, tout ça. Et ça m'a beaucoup parlé quand j'ai commencé le yoga, parce que je voulais savoir tout faire. Et par exemple, mon headstand, l'équilibre sur la tête, j'ai travaillé d'arrache-pied pour l'avoir pendant 1 an, je faisais que ça et tout. Et si je me souviens que ça avait causé beaucoup de frustration. Et puis une fois que je l'ai réussi, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est bon, maintenant je sais faire un headstand. Ou
what now? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Donc c'est cool, tu finis par réussir. En souplesse, tu comprends aussi que tu vas atteindre un plateau assez rapidement et que voilà, qu'on est assez limité par nos os, par la génétique, voilà, on sera probablement jamais contorsionniste, comme je disais tout à l'heure. Et puis on peut aussi pousser son corps trop loin et se blesser. Alors que au niveau de la régulation émotionnelle, et c'est ce que j'ai réussi et qui va me rendre le plus fière, du coup, pour répondre à ta question, c'est ça. Il y a toujours quelque chose à faire. On peut toujours être plus serein, on peut toujours gagner en sagesse, on peut toujours apprendre. Voilà, le travail n'est jamais terminé et ce que j'ai déjà réussi, ce que j'ai déjà acquis en termes de régulation émotionnelle et de paix intérieure et de sagesse générale, c'est ce que je chéris le plus, je pense, avec ma pratique du yoga, et c'est ce qui m'impressionne le plus chez les yogis qui en font depuis longtemps. Je pense que voilà, mon corps maintenant se sent bien, je me sens forte, je me sens souple, j'ai de mal nulle part. Et ce que ma pratique du yoga, ça m'aide c'est de la maintenance maintenant de tout ça, surtout maintenant que j'ai quasi 40 ans. Donc je vais essayer de rester comme ça, pain-free aussi longtemps que possible. Mais il y a toujours du travail à faire au niveau émotionnel, au niveau connexion à moi-même, connexion au monde et tout ça. Et c'est un travail qui est plus profond, moins instagrammable, mais beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant, je pense. Et voilà, j'ai répondu à toutes mes questions. J'espère que ça a été intéressant, j'espère que ça vous a donné des petites pistes de réflexion à vous aussi, que ça vous a donné envie d'acheter un bolster et un coussin pour les cieux, et que ça vous a appris la différence entre le yoga et le pilate, et que ça vous a inspiré à faire du yoga aussi. Faites plus de yoga, faites-vous du bien. Et prenez soin de vous. Il y a comme toujours le lien pour le Posture Reset, qui est un petit programme de une semaine pour se faire du bien justement. Et voilà, tous les jours, je vous donne une petite pratique, des petits conseils, tout ça. C'est tout gratuit, donc n'hésitez pas à aller le récupérer, à venir faire du yoga avec moi. Et puis il y a toutes les vidéos de la chaîne aussi, évidemment. Passez une excellente journée et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao!